Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Davin Festival pour la 5e année consécutive, événement dédié à la diversité, événement un petit peu sous un format particulier cette année puisque nous sommes 100% en digital. Donc on va vous demander votre plus grande gentillesse pour tous les petits problèmes techniques qu'on pourrait rencontrer. C'est nouveau pour nous et je suis sûre que ça va très bien se passer. Alors quelques conseils pour les personnes qui nous suivent, surtout mettez-vous en mute pour ne pas avoir de bruit parasite. Et pour votre écran, pour qu'on ne voit que les speakers à l'écran, cliquez sur View et sur la dernière ligne. Alors cet événement, comme l'année dernière, est organisé conjointement entre AIG et Marche et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Zaniewski, directeur général d'AIG pour la France, la Belgique et le Luxembourg, et Fabrice Domange, président de Marche France. Messieurs, vous avez fait une brillante carrière à l'international avant de venir poser vos valises en France. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel et partager avec nous ce que ça vous a apporté? Christophe, on peut commencer par toi? Faut que tu enlèves le micro. Oui, c'est bon, le micro est enlevé. Bonjour à tous, merci Valérie. D'abord, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Davin. Un truc, comme l'a dit Valérie, bien évidemment particulier. Je crois que la promotion des diversités qui est au cœur de nos préoccupations fait que, Covid ou pas, il était important que nous maintenions cet événement. Et donc, à ce titre, un grand merci également à Fabrice et aux équipes Marche pour leur présence et puis pour notre partenariat. Alors, pour répondre à ta question, Valérie, dans un premier lieu, mon parcours, ce qui a motivé mon envie de travailler à l'étranger. Je ne vais peut-être pas reprendre en détail tout mon parcours professionnel, mais simplement depuis l'époque, je vais dire, à laquelle j'ai commencé de travailler chez AIG. C'était il y a maintenant près de 18 ans. J'ai commencé à travailler dans notre entité française en tant que directeur financier. Et puis durant les 12 années qui ont suivi, j'ai occupé divers postes au sein de la fonction finance, et notamment, et c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, à New York et Francfort, avant ensuite de prendre la responsabilité de Chief Operating Officer pour la France et le Benelux, et puis depuis 2016, la direction générale de la France, et depuis 2020, en complément, la Belgique et le Luxembourg. Alors peut-être, je peux rappeler, c'est que depuis mon arrivée chez AIG, j'ai bien évidemment opéré dans un milieu très international. Et cela en particulier lorsque, au début de ma carrière chez AIG, j'ai travaillé au sein du quartier général Europe et qu'à l'époque, j'étais basé à Paris, parce que le quartier général était sur Paris, et j'avais pour mission de coordonner les activités d'une vingtaine de pays à travers la zone Europe. Donc déjà, j'avais une dimension dans mon job au quotidien international, mais très clairement, à un moment donné, j'ai émis le souhait de rejoindre, de partir au sein du groupe à l'étranger. Et j'étais à l'époque dans la première partie de ma carrière et j'avais la firme conviction à ce moment-là que, si vous voulez, l'expérience internationale était un plus à la fois pour mon évolution personnelle et professionnelle, et puis au-delà de ça, tout simplement parce que j'étais dans un groupe international et je pensais que pour une future carrière, il était important d'avoir cette première expérience. Et puis, parlons-nous franchement, c'est important aussi de le dire, je crois que, je suis en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'une carrière se construit, et j'avais très clairement, j'allais dire, la conviction là aussi que il était important, ne serait-ce que pour construire son CV, muscler son CV, également d'avoir une expérience à l'international. C'est aussi ça qui m'a motivé. Alors, ma première expérience, elle s'est déroulée aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis? J'étais en contact très régulier avec mes interlocuteurs à New York, mais je trouvais que la relation était un peu déséquilibrée. C'était le siège qui envoyait ses directives à la France, et à un moment donné, il m'a paru important de passer de l'autre côté de la barrière, de mieux comprendre quel était l'environnement du groupe, quelles étaient et pourquoi ces contraintes et ces obligations s'imposaient à nous. Et donc j'ai levé le bras en disant s'il y a une opportunité à New York, écoutez, je suis partant. Et puis il s'avère qu'il y a eu en 2007-2008 une opportunité, la SEC, donc qui est le gendarme boursier,
américain avait souhaité que le groupe mette en place un programme de formation pour un cadre de l'international non-dit et un cadre de l'international dit. Et donc j'ai postulé, et voilà comment je me suis retrouvé à New York. Et puis peut-être dernier point sur ce plan, qu'est-ce qui a motivé également? C'était un projet de famille tout simplement. Nous avions avec mon épouse la conviction là aussi que, enfin nous avions en tout cas l'envie que nos enfants grandissent, et en tout cas avec une première expérience internationale. C'était un choix de vie, et je crois qu'après 13 ans après être revenu en France, on en voit les bénéfices au quotidien. On y reviendra tout à l'heure, mais je pense que l'ouverture d'esprit que ça procure à nos enfants aujourd'hui, leur j'allais dire, tolérance vis-à-vis des diversités, c'est ce dont on parle cet après-midi, très clairement la manière dont elles évoluent, en tout cas sur ces aspects-là, la manière dont elles s'expriment, la manière dont elles pensent sur ces sujets-là, très probablement à bénéficier du fait qu'elles aient passé quelque temps à l'étranger. Donc voilà rapidement ce qui m'a motivé pour partir à l'étranger, ce qui nous a motivés. Et puis alors, pour répondre au deuxième point, la deuxième partie de ta question qui est qu'est-ce que tu en as retiré? Bon, j'en ai retiré, je crois que l'expérience à posteriori est extrêmement positive. Elle est, et ce à plusieurs titres. Je l'ai évoqué tout à l'heure d'un point de vue familial. D'un point de vue professionnel, ça a été, j'en ai bénéficié pendant de nombreuses années, je continue d'en bénéficier à plusieurs titres. Le premier, c'est que je parlais tout à l'heure de l'expérience finance en France avec un groupe qui lance des directives, des demandes. Certains d'entre vous savent ce que c'est que ce mode de fonctionnement US-France. J'avais l'impression avant de partir aux États-Unis que c'était un petit peu le groupe décide, pas de discussion, pas d'ouverture à la discussion, vous exécutez dans le pays. Il y a toujours un peu de ça dans une relation franco-américaine quand on a un siège aux États-Unis. Mais très clairement, un des bénéfices que cette expérience m'a procuré, ça a été l'occasion d'être aux États-Unis, de travailler avec les équipes, de mieux comprendre leur environnement et puis très clairement de se faire respecter, de nouer des relations, de nouer un réseau, et c'est extrêmement important en tout cas dans une société comme AIG, c'est pas la seule, où les réseaux sont importants, et donc une certaine reconnaissance qui fait que par la suite, lorsque nous avons été amenés à travailler ensemble, lorsque je suis rentré en fait en France, très clairement les propos, la vision du terrain et les remontées qu'on pouvait faire au groupe, il y avait, je veux dire, une ouverture plus importante du groupe qu'avant mon départ, voilà, parce que les gens se connaissaient, on avait eu l'occasion de travailler ensemble et le réseau s'était créé. Donc ça, c'est un bénéfice, j'allais dire, essentiel de la période que j'ai vécue aux US. Et puis après, c'est tout simplement, je crois, l'ouverture d'esprit et le fait que quand on sort de sa zone de confort et qu'on va travailler à l'étranger, ça active des mécanismes que vous n'avez pas nécessairement activés quand vous travaillez en France, quand vous êtes dans votre zone de confort, dans un milieu, dans un environnement que vous connaissez. Et donc, à ce titre-là, ça nécessite, ça requiert une force, des compétences d'adaptation particulièrement clés, et je crois qu'ils le sont dans un environnement comme le nôtre aujourd'hui, une industrie qui évolue très fortement. Et donc, ça développe cette capacité d'adaptation. Donc voilà, rapidement brossé, je dirais, les principaux éléments, les principaux bénéfices que je retire de cette expérience pour faire court et pour se focaliser sur les principaux éléments. Fabrice, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et également de ce que ça t'a apporté? Tu n'as pas plus de temps que Christophe pour parler. Oui, je vais essayer. D'abord, merci beaucoup. Je trouve que c'est une initiative formidable de parler de diversité, et merci Christophe encore de ce partenariat ensemble, des valeurs qui sont chères. On a eu la chance de travailler en plus ensemble, donc c'est des sujets sur lesquels on a échangé. Moi, vite fait, c'est vrai que j'ai un peu doublé en fait quand on parle de diversité, c'est très important. Je souligne que la diversité pour moi n'est pas une question de homme-femme seulement, mais une question aussi de background, de façon d'être, de différentes actions. Et moi, j'ai eu la chance de doubler à la fois l'international, pour répondre à ta question, Valérie, mais aussi sectoriel. C'est-à-dire que ça a été un hasard de partir à l'étranger. Mon premier poste, on m'a proposé chez Schlumberger, donc dans les services parapétroliers, a été à Londres, et tout de suite en sortant d'études.
Et puis après, on a beaucoup bougé pour partir de Dubaï à Dubaï, donc dans un autre continent, pour après revenir à Londres, aller en Italie, partir un petit peu aux États-Unis, revenir à Londres, donc j'ai fait 3 fois Londres, et puis partir à Madrid, revenir à Londres et repartir en France. Donc c'est 6 pays, 2 continents, avec pas mal d'expérience aux États-Unis. Et surtout, en plus de ça, travailler dans les services parapétroliers, donc plutôt l'industrie, partir après dans l'industrie pure chez General Electric, dans tout ce qui est médical, pour bouger après chez GE Capital dans le leasing, pour connaître et enfin apprendre l'assurance chez AIG en 2008-2009 dans les pays émergents basés à Madrid, pour revenir sur Londres et pour travailler à AIG France. Et maintenant, le courtage, qui est un peu la deuxième jambe. Et la chance de ça, c'est à la fois de pouvoir bouger à l'étranger et effectivement d'apprendre des choses qui sont difficilement perceptibles. Hein. C'est la diversité, les différentes cultures. Quand vous vous retrouvez à Dubaï à travailler avec beaucoup de personnes étrangères, indiens, pakistanais, et voyager au Koweït, en Libye, c'est des façons de travailler, des façons de communiquer, des façons d'apprendre les choses très différentes, qu'après vous vous retrouvez en Italie où vous ne parlez même pas la langue pour faire une fusion en plus d'une acquisition de General Electric avec des gens qui sont plutôt hostiles que vous veniez. C'est là aussi apprendre la langue, la façon dont les Italiens travaillent, réussissent à avancer dans leurs projets, et ça dans chaque pays. Donc moi, ça m'a apporté beaucoup en termes de tolérance, en fait, de tolérance, de s'apercevoir que il y a des objectifs qu'on doit fixer et que chacune et chacun peut avoir un chemin parfois un peu différent et surtout avoir des idées diverses pour pouvoir arriver en fait à un objectif. Et l'adaptation en fait a été effectivement une gymnastique, hein, parce que quand vous changez de secteur, de business model totalement différent, déjà il faut tout réapprendre. Vous changez de société ou de filiale d'une manière assez forte, c'est-à-dire que vous remettez à chaque fois compteur à zéro, à redémontrer votre crédibilité par rapport en fait aux différents stakeholders et personnes avec qui vous travaillez, à réapprendre encore une fois une façon de travailler, un business model, et surtout de pouvoir bien comprendre en fait les façons de travailler de chacune et de chacun. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une gymnastique d'esprit vraiment de tolérance et de pouvoir s'adapter très très vite en fonction de chaque interlocuteur pour arriver aux objectifs. Alors, ce qui a été en plus, ça c'est tout un peu le côté professionnel, mais personnel. Il ne faut pas imaginer que partir à l'étranger, c'est toujours glamour et facile, surtout quand, à peu près en une quinzaine d'années, on a déménagé tous les 2 ans. Parce que c'est vrai que c'est aussi difficile hein, de bouger en famille dans un pays où on ne connaît pas forcément du monde. Hein, quand on a bougé 6 fois un pays, les nouveaux amis, les gens, vous faites des amis au bout de 2 ans, vous recréez une relation sociale et bam, vous rebougez, il faut redémarrer à zéro. Vous allez dans des pays où vous ne parlez pas la langue, donc vous s'installez. Bref, il ne faut pas croire que c'est tout fun et tout glamour, mais nous, on a réussi en fait à vraiment avoir un réseau d'amis très très fort, qu'on garde toujours. Et puis, on ne parle pas assez souvent, mais là, la possibilité d'aller à l'international, ça ne doit pas se faire seul. C'est vraiment un projet familial, comme l'a dit Christophe. La complexité que moi j'ai eue, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a plein de gens qui veulent à l'étranger, ils se disent « Ah oui, mais moi, mon épouse, ou mon époux travaille, comment faire ?» Et ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que moi, j'ai une épouse qui a travaillé, qui travaille toujours, qui a le même genre de poste que moi, et on a travaillé ensemble cette stratégie internationale dans 6 pays différents, et aucun de nous deux a dû arrêter une seule fois son travail. Et qu'à chaque fois, elle a réussi à me suivre si moi j'étais muté dans un pays qu'on me demandait, et moi, une fois, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis passé de GE Medical à GE Capital, parce que c'est moi qui ai demandé à bouger sur Londres, parce qu'elle avait une opportunité à Londres qui lui plaisait, et que je pense que la dualité aussi de carrière est très importante aujourd'hui, et que l'international peut se faire aussi à 2. Il suffit en fait de ne pas se mettre de barrière intellectuelle, et pas se mettre de barrière de pouvoir le faire, et juste avancer ensemble, parce que effectivement, quand c'est un projet familial à 2 et qu'il n'est pas subi par l'un ou par l'autre, c'est comme ça qu'on engendre le plus de points positifs sur notre apprentissage, et l'apprentissage, encore une fois, de tolérance et de diversité.
tu as anticipé ma question suivante. Est-ce que ta vie de famille a été un frein ou un moteur? Alors là, la réponse est que ça a été un moteur, j'imagine. Alors, ça a été un moteur. Je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas été toujours facile, surtout le côté personnel, déménagement et tout, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Stéphanie qui avait toujours une première réaction assez négative les 4-5 premiers jours, qui pensait que de toute façon, ça y est, elle allait devoir démissionner et qu'en gros, elle allait devoir retrouver un job et tout, et que au bout d'une semaine, en communiquant et en demandant, on a eu beaucoup de chance d'être accompagnés l'un et l'autre par son groupe afin que nos carrières puissent évoluer ensemble. Et donc, ça a été très enrichissant. Et puis même quand on a eu Adrien, Adrien est né à Madrid. Il est après il a fait sa maternelle à Londres. Il est revenu à Paris. On voyage personnellement aussi assez souvent quand même pendant les vacances. Et on a cette ouverture d'esprit. Adrien aussi. C'est marrant parce qu'il y avait un maternelle, enfin en CM2, il y avait une main, il devait écrire quelque chose sur les 5 doigts. Alors il a écrit forcément papa, maman, Lilou, c'est notre cocker. Et puis après, un des doigts, il a écrit l'Espagne. Alors ça nous a interpellés parce qu'effectivement, il se souvient très bien qu'il est né en Espagne et que pour lui, Madrid, c'est important, ça fait partie de sa vie. Et déjà, il a l'esprit, alors qu'il est petit, qu'il a que 10 ans, il a l'esprit que le monde, on peut bouger facilement d'un pays à un autre. Et que c'est important, c'est encore une fois bien connaître la diversité, les différents cultures, peuples. En tout cas, ça a toujours été un moteur d'ouverture. Et on ne se cache pas que pour l'instant, on est très content en France. Moi, je suis très content et qu'on compte y rester encore quelques années. Mais potentiellement, on pourra rebouger ensemble s'il le fallait. Christophe, est-ce que tu peux nous dire, toi, si tu as rencontré des difficultés dans tes aventures internationales et est-ce que ta famille a été un frein ou un moteur? Ah, on t'entend pas, Christophe. Voilà. On t'entend. Tu m'entends? Oui, très bien. Bon, oui. Je disais pour difficulté, pas en tant que telle, bien que, comme Fabrice l'a dit, il y a quelques challenges, on pourra y revenir. Par contre, il se trouve que d'un point de vue vie de famille, ça a plutôt été assez simple. En fait, il se trouve que quand l'opportunité de New York est apparue, en fait, mon épouse venait de quitter son entreprise et surtout, nous attendions notre deuxième fille qui est née justement par la suite à New York. Donc, ça a facilité amplement le déplacement, en tout cas ce premier déplacement, cette première expatriation. Mon épouse elle-même avait travaillé à l'étranger, donc et ça c'est un point, je dirais, pour qui est en couple extrêmement important. C'est vraiment, on le disait, un choix de famille. Il faut vraiment que les deux soient moteurs. Il y a beaucoup d'expatriations qui se passent mal parce que, contrairement à ce qu'évoquait Fabrice tout à l'heure, en tout cas de son expérience propre, des expatriations où l'un abandonne son job, où l'autre n'a pas envie de bouger, mais c'est parce que l'opportunité est là, et parfois l'opportunité c'est une obligation, on peut s'expatrier. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Cette expatriation, c'est un changement, si ce n'est pas un bouleversement, et il est important que ce soit un projet de couple. Ça, c'est un point important pour qui est en couple, évidemment. Et par la suite, la deuxième expatriation était à Francfort, qui était encore plus simple dans la mesure où la famille de mon épouse est de la région de Francfort. Donc, c'est elle-même qui a motivé le départ à Francfort, parce que moi, je ne parlais pas allemand, une connaissance très limitée, je ne parle toujours pas très bien allemand, même très peu, et donc une connaissance très limitée de la culture allemande. Et donc, à ce titre-là, je dirais que la famille a plutôt été un moteur qu'un frein pour nos déplacements à l'étranger. Et je dois dire que de la même façon que la famille de Mange, très clairement, ma famille aujourd'hui serait prête à repartir à l'étranger demain. Dans la poursuite de ces expatriations, mes enfants sont dans une école, sont au lycée international à Saint-Germain, et donc elles ont baigné toutes jeunes dans cette culture internationale, ce qui fait qu'aujourd'hui elles envisagent leur job non pas en France, mais à peu près partout en Europe, voire à l'autre bout du monde, si ça pouvait se faire. Donc voilà ce qu'on peut en retirer de cette expérience. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de passer aux enregistrements vidéo, est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir à partager avec nous? Fabrice, tu veux commencer? Voilà, une anecdote, un souvenir par rapport à l'étranger, on en aurait multiples. Moi, c'est vrai que ce qui m'a marqué quand même, c'est
c'est les premières expatriations. Quand je me suis retrouvé quand même à Dubaï en 1997, aller dans ce pays-là seul, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore marié, on était avec Stéphanie, mais elle en avait un an de décalage, elle faisait son école de commerce. Je me suis retrouvé dans ce pays-là qui a rien à voir avec le Dubaï d'aujourd'hui, avec du sable partout, des djellabas partout, à devoir faire un test de sida tout de suite, parce que on était obligé de le faire dans la première semaine quand on a atterri dans un espèce d'hôpital où il y avait de la terre partout et que je savais pas trop si la seringue était quand même très propre ou pas pour faire ce test, et que j'essaie de trouver des appartements tout seul. C'est vrai que on a des petits moments un peu seuls quand même en fait. Hein. On se dit que là, on n'est pas parti en vacances et qu'on arrive, et puis quand vous avez un patron du Moyen-Orient qui vous convoque et qui vous dit moi j'ai pas beaucoup de temps, mais enfin voilà, il y a les comptes fiscaux du Yémen qui n'ont jamais été faits en 94 parce que c'était la guerre. Le bureau au Yémen est fermé, donc tu vas prendre un avion avec le garde du corps pour aller prendre tous les documents que tu peux trouver là-bas. Voilà Shiwana qui fait les comptes fiscaux en Inde, donc comme ça, elle va t'apprendre comment faire pour le Pakistan. Alors d'abord, on vous dit, déjà les comptes fiscaux, ça ne pas ce que ça voulait dire. Ils pouvaient parler chinois, c'était pareil. Et partir au Yémen dans ces conditions-là, c'était compliqué. Donc, petite anecdote, il y en a eu plein comme ça. Et puis on a relevé le défi et on l'a fait, on a appris. Et c'est là aussi en termes d'apprentissage, de diversité et de mélange culturel et de travailler justement avec des gens qui ne pensent pas forcément comme vous, qui ne s'expriment pas de la même manière, qui ne communiquent pas de toute façon pareil, c'est très 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 enrichissant et que c'est des choses qui vous suivent toute votre vie. Christophe, pour conclure une petite anecdote. Oui, alors j'en ai aussi quelques-unes, mais je vais vous livrer celle qui est la plus présente chez moi aujourd'hui, enfin moi. C'est, je crois que j'étais arrivé depuis quelques heures, ma première journée au bureau, et puis un des top managers, et c'était mon direct manager, mais vraiment très haut placé dans la hiérarchie finance du groupe, m'offre un livre, donc très sympathique, sur les différences culturelles entre français et américains. Livre par ailleurs extrêmement intéressant. Mais par contre, il me pose la question suivante, vraiment en ces termes, Christophe, est-il vrai que les Français n'aiment pas les Américains? C'est la première question qu'il m'a posée. Après m'avoir dit qu'il espérait que j'allais apprécier la vie, la question c'était, est-ce que c'est vraiment vrai que les Français n'aiment pas les Américains? Alors s'agissant de quelqu'un de très senior dans l'organisation, évidemment la liberté de parole est un peu contrainte. Je n'avais pas lu le livre non plus, donc je n'étais pas complètement au fait des différences culturelles. Donc j'ai bien réfléchi à la manière de répondre. Et puis comme vous le savez, peut-être comme certains de vous le perçoivent, les relations, les sentiments qu'il y a entre Français et Américains, c'est parfois ambigu, un mélange d'admiration, de reconnaissance, de fascination, mais aussi quelquefois un petit peu d'incompréhension entre nos deux peuples. Et pour autant, la culture américaine, s'il y a quelque chose que j'avais retenu de mes échanges avec les Américains, c'est que c'est pas la peine de bullshiter. Donc, si vous me permettez l'expression, donc clairement, je me suis senti malgré tout un petit peu sur le grill le jour de mon arrivée. Et puis, voilà, j'ai simplement été honnête sur la réponse, sans en faire trop. Et puis, il n'y a pas de sujet à proprement parler entre nos deux pays, même si parfois il peut y avoir quelques dissonances ou quelques non-alignements. Et donc voilà, je crois que la réponse a dû lui convenir, parce que 13 années plus tard, je suis toujours partie de la famille AIG, mais ça c'était une anecdote dont je me souviendrai évidemment toute ma vie. Voilà. Mais Christophe, t'as répondu quoi en fait alors? Avec toi, c'était la question surprise. Non, mais très franchement qu'il y avait ce que je viens d'évoquer, à savoir il y a un mélange et un sentiment ambigu, je crois, chez les Français quand il y a à la fois, et c'est comme ça qu'ils nous perçoivent, un sentiment de supériorité de par notre histoire et autres sur laquelle on se repose, sur laquelle on veut capitaliser, mais c'était il y a pour l'essentiel 150, 200 ans, ok. Et puis certaines positions, jusqu'au boutisme parfois côté américain, j'allais dire une prévaut l'action parfois à une réflexion bien articulée et compagnie, enfin, des stéréotypes, mais qui ne sont pas complètement des stéréotypes. Donc voilà, ma réponse était évidemment les Français ne sont pas des admirateurs, j'allais dire à 100% des Américains. Voilà, il y a plein de choses qu'on aime dans la mentalité américaine, et puis des choses qui sont un peu moins en ligne avec
avec ce que nous sommes en tant que peuple français, quoi, voilà. Donc c'est ce que je pense en plus. Donc moi, je travaille dans une boîte américaine depuis très longtemps. Il y a des choses je ne rentrerai pas dans le détail, il y a des choses que je n'apprécie pas dans la culture américaine et il y a énormément de choses que j'apprécie, donc je fais la balance entre les deux. Voilà. Donc, mais ma singularité française fait qu'il y a des choses dans l'actualité, mais pas l'actualité toute récente, hein, mais il y a des choses quand je regarde comment ce qui se passe aux États-Unis, la manière dont les États-Unis interagissent sur l'environnement international, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres un peu moins, ça, avec ma singularité française. Donc voilà, c'est très bien, c'est ce qui fait la richesse d'échanges internationaux. Voilà, on n'a pas tous la même culture, pas tous la même vue d'esprit. L'important c'est qu'on puisse en discuter de manière transparente et honnête. Voilà. J'ai une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous pouvez me dire que si vous n'étiez pas parti à l'international, est-ce que vous seriez un poste que vous occupez aujourd'hui, à votre avis? Moi, vraiment, les réponses, elle est très très simple. Elle est bien évidemment non. Parce que cette remise en question de changer de poste tous les 2 ans, de pays tous les 2 ans, ça m'a poussé vraiment à chaque fois à me remettre en question, à sortir de la zone de confort, à recommencer. Alors en plus, changer de business model à chaque fois, c'est quand même compliqué. Et que donc du coup, ça a créé une gymnastique forte pour moi et que je pense que si j'étais resté en France, ou en plus à l'époque en finance, en contrôle de gestion, dans un groupe français, en fait, je ne suis pas du tout à ce niveau-là aujourd'hui. Ça ne m'aurait pas ouvert l'esprit et je me serais même, à mon avis, auto-diminué en fait, sans même penser que potentiellement on pourrait un jour avoir ce genre de poste. Donc la réponse, elle est évidemment, Valérie, c'est ça qui m'a fait grandir, même si j'avais jamais imaginé dans ma vie qu'aujourd'hui, j'aurais été avant directeur de l'AIG en France, Marche en France aujourd'hui, Europe. J'ai jamais fait de plan moi, sur les carrières comme ça. J'ai toujours, moi, on est venu me chercher, on me disait tiens, il y a un poste en Italie, il y a un poste à Dubaï, un poste. Je trouvais que le truc était bien et puis j'étais curieux en fait d'apprendre autre chose. Je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui curieux tous les jours d'apprendre. Et le jour où dans un job j'apprends pas, où j'ai pas cette capacité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette année, avec le Covid. Enfin, on a des postes qui sont quand même tellement enrichissants. Il faut tout le temps se remettre en question. Il y a des trucs qui nous tournent tout le temps. Et c'est ça qui est la beauté en fait de la vie, hein, c'est de pouvoir apprendre sans arrêt. Donc je n'aurais jamais pu, à mon avis, atteindre et avoir les jobs que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas fait cette expérience dans ces 6 pays et ces différents business modèles. Christophe, même question? Je suis assez d'accord avec les points que vient d'évoquer Fabrice. Alors d'abord, chez AIG, je pense que la réponse probablement aurait été non. Dans une autre entreprise, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a 2 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est que quand au sein d'un groupe comme le nôtre, et je crois que Marche et AIG sont probablement assez proches d'un point de vue culturel, en tout cas sur ce plan-là, accepter de partir à l'étranger, c'est un message que vous envoyez au groupe, comme quoi vous êtes prêt à relever les challenges, vous n'avez pas peur de prendre ces challenges, et que par ailleurs vous êtes ouvert sur le monde, et dans notre société, c'est particulièrement, dans nos compagnies en tout cas, c'est particulièrement important. Et à ce titre-là, lorsque vous postulez ensuite à des postes de direction générale, ces éléments font partie, j'allais dire, d'atouts, d'assets que vous avez en tant qu'individu. Et puis, un autre aspect, quand je parlais tout à l'heure de mon expérience aux US, j'ai rejoint un groupe de personnes qui avaient été éduquées aux US très fort d'un point de vue technique, avec une culture US et une éducation US que je n'avais pas. Et donc, j'aurais pu me dire à ce moment-là, alors qu'est-ce que je viens faire dans ce groupe? Moi, français, j'ai pas le niveau technique qu'ils ont et autres. Et ça vous force ce type d'expérience à dire, OK, je ne coche pas toutes les cases, okay, mais j'apporte quelque chose à cette structure. En l'occurrence, qu'est-ce que j'apportais à cette équipe qui avait aux US? Je leur apportais la connaissance terrain. C'était une équipe de théoriciens, et c'est bien normal parce que c'était leur job, une équipe de théoriciens qui sortaient des normes pour le groupe, sans avoir de vraie compréhension de ce qui se passait sur les marchés. Et en fait, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, c'était celle-là. J'étais la caution locale, j'étais l'aiguillon qui leur disait ça ne va pas marcher, ça vous ne pouvez pas l'implanter. Et donc, pourquoi j'évoque cette expérience? Parce que
ça développe la confiance en soi, en sens que si votre groupe vous met face à des challenges, et c'était un vrai challenge pour moi, et toutes ces expériences l'ont été, c'est que quelque part le groupe, peut-être vous l'ignorez, mais le groupe pense que vous pouvez apporter quelque chose à l'équipe, vous pouvez apporter quelque chose à d'autres individus, à une fonction, quoi que ce soit. Et donc ça veut dire que ça développe en vous un esprit de se dire, ok, on me met face à un challenge, je ne coche pas toutes les cases, et je pourrais revenir sur mon expérience de DG. DG chez AIG, quand on vient de la finance, c'est pas gagné. Et le jour où vous prenez ce type de fonction, évidemment, de manière très transparente, vous ne cochez pas toutes les cases. D'accord, mais dans ce cas-là, vous dites, ok, mais pourquoi le groupe me fait confiance? Et il vous fait confiance, j'allais dire, parce que vous pouvez amener tout un ensemble de choses qui sont liées à votre personnalité, votre parcours propre, qui ne sont pas exactement ce que votre prédécesseur avait ou vos prédécesseurs d'une manière générale avaient, et bien vous capitalisez sur vos forces. Et je crois que l'expérience à l'étranger vous met dans une situation d'inconfort qui fait que vous êtes obligé de développer ces réflexes. Et donc, quelque part, j'allais dire, quand ensuite j'ai postulé pour être DG en France, eh ben, je me suis dit, je vais capitaliser sur mes forces parce que j'avais déjà ce réflexe de ces expériences internationales. Et donc, quelque part, peut-être que ça veut dire, oui, je n'aurais pas le poste aujourd'hui que j'ai chez AIG si je n'avais pas eu ces expériences internationales. Au-delà du fait que vous montrez votre ambition, vous montrez votre ouverture, vous montrez votre capacité à relever des challenges. Voilà. Donc la réponse est probablement non. Merci à tous les deux de vous être prêtés à cet exercice de confession intime, presque. Nous allons maintenant regarder trois duos que nous avons enregistrés dans les derniers jours, puisqu'il n'y a pas que les directeurs généraux qui peuvent faire carrière à l'international. Nous avons donc un premier duo que nous allons vous présenter, Mamadou Diatera, qui est Network Partner Relationship Manager, spécialement sur la zone africaine, et Tony Picking, je m'excuse Tony si j'ai mal prononcé ton nom, qui est ingénieur prévention chez Marsh et donc qui ont accepté de répondre au même type de questions et de présenter leur parcours. Bonjour, donc merci à tous les deux d'être là aujourd'hui avec nous. Alors on va commencer peut-être avec Tony. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous parler de toi et ton parcours professionnel? Bien sûr, bonjour, je m'appelle Tony Picking, je travaille comme ingénieur prévention ici chez Marsh. Je suis chez Marsh depuis 2 mois. Avant ça, j'ai passé environ 13 années dans l'industrie pétrolière chez Total. Je suis d'origine irlandaise et j'ai fait c'est là, à Dublin, où j'ai grandi. J'ai fait toutes mes études là-bas, mais dès que j'ai fini mes études en 2006, j'ai quitté le pays et en fait, je n'ai jamais travaillé en Irlande depuis. J'ai travaillé en Écosse, j'ai travaillé dans le mer du Nord, dans le Moyen-Orient. J'ai habité dans le Royaume-Uni, en Écosse, dans le Moyen-Orient et en France. Et j'ai travaillé sur des projets un peu partout dans le monde, dans les Amériques, Nord et Sud, dans l'Afrique et en Asie. Et je trouve maintenant que cette expérience à l'international et dans les autres industries, ça m'aide énormément dans un départ grâce à cette expérience multiculturelle. Merci Tony. Mamadou, je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour Charlotte. Mamadou Diatera, je travaille chez AIG depuis bientôt 3 ans en tant que network manager, impliqué sur l'Afrique, où je coordonne l'activité commerciale et de servicing de nos partenaires, des partenaires AIG. Où on a beaucoup sur le continent, nord au sud, c'est une activité qui est nouveau, puisque on fait beaucoup avec une maison avec des problèmes très grands, très variés. J'ai, avant d'arriver chez une expérience en médecine de 5 ans, où j'étais aussi dans le marketing développement. J'ai aussi l'occasion de travailler en ambassadeur. Donc, depuis maintenant 19 ans, je fais dans le milieu international en organisation.
Ah, merci. Alors, du coup, on va peut-être continuer avec toi. Peut-être que tu peux nous parler d'une expérience en particulier que tu as eue à l'étranger, nous expliquer aussi pourquoi est-ce que, à un moment donné, tu as décidé de faire ta carrière à l'étranger et ce que ça t'a apporté d'un point de vue professionnel et aussi personnel, peut-être. Je pourrais évoquer, on va dire, ma première expérience en Bretagne. C'est parti pour quitter du bureau grâce à moi, et de démarrer. On va commencer l'échange, je suis parti parce que j'avais besoin de quitter, on va dire, et d'augmenter les capacités, aussi de découvrir les management. Donc voilà pourquoi je l'ai dit, cette expérience-là. C'était dur, c'est vrai, à un moment, parce qu'il fallait que je compose avec notre culture, notre environnement, que je ne sais pas. Bien que la moitié de notre technologie de l'univers, c'est parisien comme moi, qui est arrivé. Donc, ensuite, je pense que ça aussi que j'ai vu auparavant, je l'ai tout suite au sein de Alliance. C'est une expérience très enrichissante pour ma part, dans le sens où là, si je baignais dans un milieu très anglophone, avec une approche directe, et aussi, non seulement la conduite, mais aussi la crainte de continuer. On demandait aussi de faire un petit peu de PRP dans l'alliance, pour proposer des différents produits, nous cherchons à apprendre, à se faire partenaire et les nouveaux beaucoup plus importants. Là, avant tout, c'était une expérience très enrichissante qui m'ont permis d'augmenter mes compétences, qui m'ont permis aussi d'être ma capacité d'adaptation, et aussi d'élargir mon réseau, Je te remercie beaucoup. Et peut-être, Tony, tu peux aussi nous parler de ton expérience. Bien sûr. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette expérience à l'international? Quand j'ai fini mes études, il y avait la tendance un peu à la mode de prendre l'année de congé. Et il y avait beaucoup de mes amis qui ont fait ça, qui ont passé une année, un tour du monde. J'avais jamais envie de faire ça. J'avais toujours envie de découvrir le monde et ses peuples, mais pas en passant quelques journées dans une pays, dans une ville, vraiment en passant des semaines, des mois, des années dans une région et faire une découverte vraiment en façon profonde. Donc, dans l'expérience passée et l'expérience actuelle, on interagit avec beaucoup des gens de partout le monde. Et cette façon d'interaction, ça apporte, on apprend une certaine humilité, une certaine patience, et on apprend aussi une autre façon de penser. Comme Mamadou a précisé, il y a des cultures directes, il y a des cultures indirectes, il y a plusieurs façons de dire et d'expliquer la même chose. Et la meilleure chose qu'on peut apprendre, c'est de changer nos comportements et changer nos mots, nos échanges en fonction de ceux avec lesquels on travaille et on discute. Et de partager certaines expériences, il y avait beaucoup, mais un qui m'a marqué beaucoup, c'était de réaliser que cette action ici, à tout le monde, c'est pas dire oui. Il y a beaucoup des endroits dans le monde où ça, c'est-à-dire que oui, je t'entends. Et rien d'autre. Et donc, j'ai appris beaucoup. C'est le plus touchant, c'était des cultures où c'est quasiment impossible de dire non. On apprend des façons de poser des questions et de réagir assez intelligent. Et c'est comme ça, et c'est l'expérience qu'on apprend beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. Très bien, merci. Alors peut-être avant
vous pouvez évoquer, nous partager, est-ce que vous avez eu, lors de vos différentes expériences, des choses qui vous ont marqué ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de ces expériences? Pour moi, oui, bien sûr. Tout d'abord, quand on change, quand j'ai fait un peu dans le passé une paix et on déménage avec la famille chaque 3 à 4 années, l'univers c'est bouleversé complètement, dans une façon professionnelle et de façon personnelle. Il faut déménager, il faut quitter des amis, il faut quitter les relations qu'on avait dans le passé et il faut recréer des nouvelles relations dans le prochain mois. Ça, c'est vraiment compliqué, mais on apprend en faisant ça nos vrais amis et on apprend aussi les choses qu'on partage avec la plupart des gens dans le monde sont plus que ce que nous différencient. Merci Denis. Mamadou? Moi, je pense que les expériences à l'étranger que j'ai eues, il y a eu forcément des trains, des retards à l'épreuve, on va dire. C'est pas normal. Lorsqu'on arrive dans un environnement, je pense souvent qu'on se marque. Dans son dessus. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des choses culturelles. Mais le fait qu'on est dans un environnement qui soit plus connu, quand je suis compagnie, c'est totalement différent de ce que je dis par exemple, parce que c'est le contexte plus capital, c'est deux façons, c'est totalement différent. Mais il faut se rappeler. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont voulu qu'on est dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, on fait des talents. Ça, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Aller dans les autres, les solliciter, parce que si on ne sollicite pas les gens, si on n'en parle pas aux autres, on et l'intégration, elle est vraiment très compliquée. Bon, là, précisément, j'ai toujours aimé intégrer des clubs de sport. Dans la ville où j'étais, ou bien dans le comité de sportif, parce que ça me permettait d'initier des actions et de comprendre. Alors, merci à tous les deux. Peut-être qu'on va conclure rapidement si vous avez envie de partager avec nous une anecdote ou un souvenir qui vous rappelle vos expériences à l'étranger. Peut-être tu veux commencer? Alors, ma dernière expérience à la mission de ouais, franchement, je suis marquant. C'est là-bas que j'ai rencontré juste un peu la d'ailleurs. Bah, félicitations, hein. Donc, voilà, je rejoins on est ça en France, et pour eux, cette expérience-là, nous faisons la vie. Merci beaucoup. Denis? Oui, donc au niveau anecdote, il faut admettre, en édition de Mamadou, j'ai trouvé une femme française aussi. J'ai pas de photo, j'avais tellement attendu de partager avec vous quelques décisions au sujet des accents que peut-être vous avez noté. Mais dans le sens inverse, dans le passé, j'ai travaillé avec beaucoup de Français qui ont parlé anglais. Et c'était assez douloureux, mais plusieurs fois, un Français qui arrive à demander ok, c'est quoi cette truc? En fait, en anglais, il dit c'est quoi cette merde? Pour moi, par exemple, une des premières fois où j'ai commencé à utiliser français de façon professionnelle, j'ai travaillé sur un projet de réduction des coûts et des prix des choses. Et c'est une bêtise qu'on fait qu'une fois. Et c'est
dans un contexte professionnel où on comprend assez rapidement les différences entre baisser les coûts et... Ok, j'ai compris. D'accord. Donc en fait, au niveau du langage, Oui, donc il faut avoir... Ouais, ça peut être intéressant, mais numéro aussi. C'est pas très intéressant. Bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, pour la première série de portraits croisés enregistrés, toutes nos excuses pour la qualité du son. On fait vraiment de notre mieux. On pourra mettre à disposition les enregistrements pour ceux qui le souhaiteront. Donc, on a vu que voilà, partir à l'étranger, c'est découvrir l'amour, et venir en France pour un étranger, c'est parfois se ridiculiser sur des types de langage. Alors, on va partir maintenant aux États-Unis et au Canada, donc avec Lou Davio qui est canadien et qui est actuellement directeur sinistre chez AIG en France, et Julia Popper qui est responsable chez Marche de l'équipe RC professionnelle FinPro, communication, médias, technologie et profession réglementée, qui est une partie de sa carrière en Californie. Écoutons-les pendant une dizaine de minutes également nous faire part de leur expérience. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Donc on va commencer avec toi, Julia. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, d'où est-ce que tu viens et en quelle famille ton parcours professionnel? Merci, Julien Popper. Je suis chez Marche, je m'occupe d'une équipe RC professionnelle au sein de FinPro. Et j'ai eu la chance de travailler à la fois dans le courtage et en compagnie pendant ces 20 dernières années, dont passé 7 ans aux États-Unis. Donc 5 ans dans le courtage à San Francisco. Et je suis ravie de partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Super, merci Julia. On va passer à toi, oui. Oui, bonjour, Louis Davio, donc directeur sinistre AIG. J'ai 28 ans de métier, donc dont une partie comme avocat au Québec, parce que je suis dans le jeu pour rien. Et 20 ans maintenant en France, dans le monde de l'assurance, chez AIG. Maintenant. Donc, tous les deux, vous avez eu une expérience à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, nous dire pourquoi est-ce que vous êtes allé travailler à l'étranger? Est-ce que c'était un choix personnel? Et peut-être nous dire ce que ça vous a apporté d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue personnel. Alors, Julien, on va commencer avec toi. Ben moi, mon premier départ à l'étranger, c'était un choix familial. On avait envie en famille d'avoir une expérience différente et on a eu la chance d'avoir une opportunité qui se présentait dans la Silicon Valley. On a saisi l'opportunité et on est parti. Moi, je suis revenue après en France 7 ans et repartie à nouveau à San Francisco. Ça veut bien dire que j'ai bien aimé, que j'en ai redemandé. Donc, très bonne expérience à l'étranger et ça m'a appris énormément de choses. Notamment des rencontres avec des gens très divers. San Francisco, c'est une ville qui a le mérite de brasser beaucoup de cultures différentes. Ça donne une perspective nouvelle sur la façon de travailler, sur le background des gens et la façon de les appréhender. Donc une expérience extrêmement enrichissante, notamment au niveau des rencontres. Merci. Et peut-être d'un point de vue personnel aussi, est-ce que ça a apporté des choses? Alors d'un point de vue personnel, beaucoup de choses. Pareil, moi je reste sur l'humain. Au niveau des rencontres, des très très jolies rencontres avec des gens que j'aurais pas forcément eu l'occasion de croiser en France. En même temps que je travaillais dans le courtage, j'avais la chance de travailler par exemple dans une association avec des sans-abri dans le Tenderloin. Il y avait une population de 80% de travestis. C'est pas des gens que je côtoie beaucoup, j'ai appris à les connaître, à les aider et à partager des choses avec eux. Merci beaucoup, Julia. En France, pour des raisons personnelles, ça a été surtout plutôt un envie aussi en même temps de avoir d'autres expériences sur le continent nord-américain. Et curieusement, mon expérience en France a été toujours de regarder de l'Europe vers le continent nord-américain, ce qu'il y a. Et c'est comme ça que ça s'est goupillé. Et surtout, ce que ça m'a apporté, en fait, c'est le plaisir de aussi côtoyer l'Europe. Donc, dans le milieu de travail, de côtoyer
je dirais beaucoup de gens dans les structures qui avaient des implantations dans presque tous les pays européens. Donc, ça a été pour moi une occasion très enrichissante en fait de rencontrer tous ces milieux, ce qui n'aurait peut-être pas pu être le cas en Amérique du Nord, où on est vraiment très centré sur le Canada ou les États-Unis. Et alors peut-être que du coup, ça vous a apporté, ça vous avez rencontré des difficultés, ça vous donner un petit peu les côtés positifs de cette expérience, et peut-être que vous avez rencontré des difficultés, que vous avez eu des freins lors de cette expérience. Il y a des freins, partir à l'étranger, c'est génial, travailler à l'étranger, c'est super, mais c'est pas facile. Hein. Aux États-Unis, il faut recommencer en bas de l'échelle. Donc voilà, on s'en fiche du grade auquel vous étiez en France, on s'en fiche de votre salaire, il faut repartir en bas et ensuite vous faites vos preuves très rapidement. Et forcément, les challenges sur la langue, le premier jour où je faisais du courtage, un cabinet là-bas, j'ai eu une demande évidemment en anglais, d'un client qui avait du matériel audiovisuel dans un camping-car. Le mot camping-car ne dit pas camping-car en anglais. Hein. Il voulait s'assurer en automobile ou en dommage. Donc évidemment, pour moi, c'était d'abord difficile de comprendre et ensuite difficile de répondre. Mais voilà, il y a des challenges, mais ça vous... Merci. Alors moi, ça a été beaucoup été finalement un choc culturel. C'est savoir que les Québécois sont des franco-saxons et pas des anglo-saxons. Donc on parle français, mais on n'est pas français non plus. Donc ce qui fait que j'ai surtout un choc culturel sur des structures quand même plus hiérarchisées que ce que j'ai pu connaître au Québec. Même si j'étais en pratique privée, les relations sont plus directes et les interactions sont assez proches. Alors qu'en France, j'ai quand même évolué dans des structures franco-françaises, je dirais au début, et ça a été surtout pour ça, pour moi, ça a été tout choc culturel à ce niveau-là. Donc une hiérarchie que je ne soupçonnais pas, et même si je parlais la même langue, c'était pas la même culture. Donc voilà. C'est intéressant. Julia, peut-être que tu veux réagir sur ce que Louis vient de dire. Oui, je pense que c'est quand même des cultures très différentes. C'est vrai qu'au travail, c'est plus direct, la relation là-bas. C'est pareil, quand on vient d'un milieu plus cadré en France, arrivé aux États-Unis, on est un peu perdu au début. Moi, j'étais la seule étrangère du cabinet, pour le coup, hein, la seule non-américaine du cabinet dans lequel j'étais. Donc au début, c'est pareil, on est perdu. Mais je trouve que on apprend vite et les codes sont différents, mais ils s'apprennent rapidement. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de choses géniales. Il y a des gens qui arrivent dans l'assurance après avoir fait plein de métiers. Et c'est très, très enrichissant. On peut croiser un chauffeur de Uber qui a en même temps un PhD en géologie et qui demain sera assureur. Voilà, ça c'est la beauté des États-Unis. Merci, bien. Louis, tu veux compléter Oui, je peux dire des choses positives aussi. Donc, en fait, ça a surtout été un challenge au début, mais après, j'ai vu aussi un autre niveau, je dirais, dans la culture française où il y a moins de superficialité qu'il peut y avoir par contre en Amérique du Nord. Donc, c'est plus cadré, mais les gens qui sont très plus accueillants dans une certaine mesure. Plus qu'on peut croire pour les Américains. Les Américains sourient beaucoup, mais c'est pas nécessairement, je dirais, on ouvre la main, mais c'est pas pour autant qu'on connaît des gens automatiquement. Et je crois qu'en France, j'ai trouvé ça sur un côté assez bon vivant que l'Amérique du Nord. Au Québec, c'est différent, mais les Américains ont pas ce côté. Donc c'est money. Alors qu'en France, c'est quand même un petit côté qui est agréable aussi. On va manger ensemble et on sait bien vivre ensemble. Alors peut-être que, on va continuer avec toi, peut-être que tu peux nous partager un souvenir ou une anecdote de tes expériences. Alors j'ai deux expériences que j'ai menées en Europe. En fait, j'ai une expérience personnelle. Pendant que j'étais aux études, j'ai passé une année à Berlin, donc c'est pour ça que j'ai une travail avec moi. J'ai vécu des années dans ces villes Wiedervereinigung, comme on dit, donc ça a été une belle expérience, parce que j'ai vécu à Berlin, mais j'ai voyagé surtout dans l'ex-DDR, donc j'ai pu rencontrer les gens là-bas, ça a été une belle expérience personnelle. Et au niveau du travail, lorsque j'étais en poste dans une autre compagnie, donc dans celui-ci, j'ai beaucoup travaillé, c'est le deuxième objet, j'ai beaucoup travaillé sur Lisbonne,
Donc ça me sert de Lisbonne. Donc je connais beaucoup Lisbonne maintenant. Autant j'ai vécu à Berlin, autant j'ai voyagé à Lisbonne, et j'ai passé presque autant de temps dans une ville l'autre. Et ça m'a permis aussi d'apprécier tant Paris par rapport à ces deux villes, mais aussi Berlin et Lisbonne en contrepartie. Ça m'a rendu peut-être un peu plus européen. Très bien, merci Loïc. Julia, partager un souvenir, je me permets juste de dire que l'expatriation, il y a aussi du bon dans le retour. C'est qu'on revoit les très bons côtés de la France, en l'occurrence, dans laquelle je suis rentrée, et on reconnaît les bons côtés du pays dans lequel on vit. Ça, c'est aussi un super avantage. Et moi, je voudrais partager quelque chose. C'est cette photo, en fait. Je ne sais pas si on voit, c'est à San Francisco, c'est une ville ultra ouverte. On a peur de rien, les apparences sont pas du tout importantes. Et contrairement à Paris, on peut faire des courses. Là, c'est la course de Breakers, qui est la course qui rejoint le Golden Gate Bridge et le Bay Bridge, où les gens courent, habillés ou pas. Et j'ai eu la chance de faire plusieurs années de suite avec des copines. Et voilà, donc, les apparences à San Francisco n'ont pas la même importance. Et je trouve que c'est quelque chose qui est merveilleux. Et j'ai eu la chance de ramener ça aussi en France. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce beau partage d'expérience. Et encore merci. Merci à Julia et Louis d'avoir livré autant de détails. Donc on retiendra qu'on peut inscrire Julia sur les prochaines courses, quelle qu'en soit la tenue recommandée. Et Louis, ton goût de vivre en France, on est ravis en tout cas de t'avoir là. On va passer à notre dernier duo, 100% féminin. On tient aussi dans ces témoignages à montrer qu'on peut être une femme, partir à l'étranger ou venir en France. Donc nous allons entendre Agnès Seignon, qui est souscriptrice assurance de personnes chez AIG, qui est française, qui travaille en France, mais qui a eu une partie de sa carrière à l'international. Et Sarah Piccio, qui est consultante private equity chez Marsh, qui s'opérant de ma part est italienne, a travaillé en Australie et maintenant travaille en France. Et écoutons-les pendant une dizaine de minutes avant de repasser à un live. Bonjour à toutes les deux, merci d'être présente avec nous. Alors Agnès, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire d'où est-ce que tu viens et ton parcours professionnel? Bonjour Charlotte et bonjour Sarah. Je suis Agnès Seignon et je suis souscriptrice assurance personne chez AIG. Mon parcours professionnel est en fait divisé en deux entre la France et l'Irlande. J'ai passé 16 ans à Dublin et je suis revenue en France il y a maintenant 2 ans. Et j'ai un petit parcours entre le courtage et les compagnies d'assurance et je suis souscriptrice maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Merci. Sarah, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tout le monde, je m'appelle Sarah et je travaille chez Marsh depuis 2016 en tant que consultante à l'equity et M&A. Donc mon parcours commence en Italie où j'ai fait mes études, j'ai fait mon master en finance à la Bourgogne et ensuite j'ai pu faire un semestre d'échange de Chine, donc ici à Paris, auquel j'ai suivi un conseil en stratégie et ensuite voilà, j'ai décroché mon PhD en France dans un cabinet de courtage d'assurance. Et puis en 2014, je suis partie de la France pour aller en Australie. Et c'est là où j'ai travaillé pour un family office spécialisé en private equity pour Marsh à partir de 2017. Donc Marsh Sydney. Et ensuite, pour aider dans une mobilité interne, je suis arrivée à Marsh dans la même équipe. Alors, on va continuer avec toi. Peut-être que tu peux nous expliquer du coup quels ont été tes choix, pourquoi est-ce que tu es allé travailler à l'étranger et nous expliquer ce que ça t'a apporté aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Ça fait déjà 6 ans que j'étais à Paris.
Et j'avais envie d'une nouvelle ouverture et donc, mon conjoint a terminé sa thèse. J'étais aussi prête pour partir à la découverte et l'université de Sydney l'a fait pour un poste et du coup, voilà, on s'est décidé pour partir. Je connaissais déjà l'Australie à la base parce que j'avais fait un peu des vacances. Donc c'est partant. Et quand je suis arrivée, c'était un peu compliqué au niveau de visa parce que j'avais un visa de 4 ans. J'ai empêché certains entreprises de m'employer parce que c'était juste pour 4 ans. Mais je pense qu'avec une première expérience australienne, comme on dit là-bas, parfois j'attendais ça manque un peu la local experience. Après une première année et demie dans un enfant, de la technique, j'ai pu pour avoir un entretien pour Marche Australie. Et donc j'ai rejoint l'équipe de la technique et M&A très internationale avec des collègues de nationalité. Parce que c'est vrai que dans notre métier, c'est très important d'avoir nationalité, culture présentée dans l'équipe. Comme on travaille sur des opérations d'acquisition des fusions qui impliquent des cibles, parfois dans toutes les géographies, avec des vendeurs, des acheteurs aussi passés dans notre pays. Pour pas aussi mentionner le fait que nos partenaires acheteurs sont tous aussi des genres différents. Donc c'est très important d'avoir des différents codes culturels à chaque fois. Et c'est un peu notre façon, même ici à Marche Paris, on a une équipe italienne, on a vraiment beaucoup de nationalités. Et donc pour arriver à Marche Paris, donc j'ai bénéficié d'un programme de mobilité interne. Donc après avoir eu mon premier bébé, j'ai dit à mon manager que je voulais tenter l'envie de rentrer en Europe. Et donc il a vite fait un lien avec Marche Paris. J'ai eu un entretien avec Marche France dans la première semaine de retour en Europe. Très rapide. Merci. Agnès, peut-être que tu veux compléter ce que Sarah vient de dire, mais peut-être que tu peux nous dire toi aussi pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller travailler à l'étranger et nous expliquer un petit peu ce que ça t'a apporté personnellement et professionnellement. Okay, donc, initialement, je suis partie à Dublin dans le cadre de mobilité. En fait, j'étais la Sorbonne Nouvelle dans le but de devenir enseignante. Je voulais enseigner l'enseignement et anglais dans les teachers. Et donc, lors de ma maîtrise, j'ai postulé pour aller à Dublin. Pourquoi Dublin? Parce que, en fait, beaucoup de mes amis partis en Angleterre et c'est déjà que j'étais d'autres. Et les États-Unis me paraissaient un peu trop loin. Donc, il y a un que je connaissais parce que j'avais déjà été et j'avais tout vu, donc j'ai postulé pour aller à un site du Collège à Dublin. Et j'ai été à Dublin, j'étais très contente et donc, initialement, je suis partie pour un an universitaire. Une chose à une autre, bien ensuite, supplémentaire. C'est très bien passé, on peut dire, et je peux trouver en équipe. Là, j'ai continué, toujours à Dublin, et j'ai passé mon diplôme in education, qui est l'équivalent du CAPES en France. Et donc, j'ai enseigné à Dublin pendant 3 ans et demi. J'étais dans les collèges, et ça s'est bien passé. Au bout de 3 ans et demi, je me suis aperçue que je ne laissais pas enseigner le reste de mes jours parce qu'en fait, je n'allais pas à l'école. Voilà, mon parcours, donc, en fait, était peu scolaire. Et je me suis dit, voilà, je voudrais bien voir autre chose. Et donc, j'ai postulé.
les trois postes sur lesquels j'ai été sélectionnée. Et un, c'était la Banque d'Irlande dans le Foreign Exchange. J'ai deux sections en fait. Il y avait le département des affaires étrangères, de politique, à Dublin, et Allianz, la compagnie de Finance. Et en fait, ils recherchaient des personnes bilingues français-anglais pour les former ensuite. Donc j'ai eu beaucoup de chance et j'ai été recrutée par Allianz et j'ai été formée à la souscription médicale de départ. Et effectivement, le poste était bilingue français-anglais, c'était sur le marché européen et canadien. C'est comme ça que j'ai commencé en fait dans les finances. Comme je n'avais aucun diplôme business français, il a fallu que je retourne en fait à l'université et ça s'est passé des examens de constitution assurantielle qui étaient bien. C'est comme ça donc que je suis restée aussi longtemps et que j'ai également beaucoup appris. Et effectivement, le début de ma carrière professionnelle, c'était en anglais. Donc, ça a été très surprenant et je remercie beaucoup l'Irlande d'avoir eu cette chance d'avoir pu changer d'invité. Alors, quelque chose qui a été compliqué en France. Très bien, merci. Et justement, en parlant de ce qui est compliqué, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de ces différentes expériences à l'étranger? Sarah, est-ce que tu veux nous parler de certaines choses qui sont un peu... Donc en fait, oui, déjà un déménagement dans un pays qui a 24 heures d'avion, vous pouvez imaginer que ce n'est pas un déménagement favorable à Paris. Donc ça commence déjà par un budget. Et voilà, le visa, on a été généralement supporté par l'université en conjoint. Mais voilà, on a eu tout changement implique beaucoup d'esprit de résilience, un esprit combatif et d'ouverture pour faire connaître et montrer d'une certaine manière qu'on peut avoir un poste aussi bien qu'un local. Et pour l'Australie, j'avais dû passer un certificat pour réaliser un parcours complet sur le marché australien. Et je me rappelle combien j'ai dû étudier et à peur que mon niveau d'anglais ne soit pas suffisant et tout ça. Mais en réalité, j'ai eu le test de mes cours et sans faute. Donc, il faut juste de la bonne volonté et puis voilà, c'est tout. Et puis le climat aussi, ça marche en qualité sportive. J'ai jamais été dans une position vraiment de difficulté. Merci Sarah. Agnès? Et sincèrement, mon intégration en Irlande s'est vraiment très très bien passée dès le départ. Même s'il y a eu beaucoup de changements, parce que effectivement, comme Sarah l'a souligné, d'arriver dans un pays étranger, effectivement, c'est un challenge. Mais ça apporte beaucoup d'enrichissement personnel, culturel, et également ouverture d'esprit, et puis flexibilité. Et peut-être que l'intégration a été effectivement très, très fluide. Et je vais dire en revanche, le retour en France a été plus compliqué. Voilà, donc sur le point de vue intégration, honnêtement, je dirais 100% positif. Et puis en plus, j'avais envie de découvrir, d'apprendre, de connaître. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et vraiment, c'est très, très bien passé. Le retour en France, par contre, là, je me suis sentie en fait plus expatriée en fait, dans mon propre pays lorsque je suis revenue. Et là, c'était pas toujours simple de se réadapter en fait à quelque chose qu'on connaît déjà. Parce qu'en Irlande, je ne connaissais rien au début, donc tout était nouveau. Et il y avait effectivement certaines choses qui revenaient et vraiment, j'avais oublié ça. Par exemple, les grèves. J'avais oublié les grèves en France. Donc voilà, ce genre de choses. Et les points administratifs, effectivement, ça a été
C'était assez compliqué de revenir parce que je n'avais plus de traces au bout de si longtemps. Sur le point de vue administratif, par exemple, bancaire, fiscal, et donc inconnu, et refaire toutes ces démarches-là a été effectivement assez compliqué et il fallait être tenace. Voilà. Donc je pense que c'est simplifié maintenant, certainement avec les démarches par Internet. À l'époque, il fallait faire la queue, se déplacer physiquement, avoir un tas de papier que je n'avais d'ailleurs pas. Donc ça a été effectivement un challenge de revenir et de se réinsérer. Je veux dire, ça vient au moins un an. D'accord. Très bien. Eh bien, merci. Pas de souci, le même avis. C'est un peu compliqué, mais quand on est dans le système, on est passé, c'est très bien. Je confirme. Une fois que tout est sur les rails, effectivement, c'est beaucoup plus simple, mais la mise en route, c'est simple. Très bien. Alors, je vous propose de conclure. Peut-être que vous pouvez, enfin, vous avez envie de partager avec nous, je ne sais pas, une anecdote ou quelque chose qui vous rappelle votre expérience. Alors, Sarah, est-ce que tu veux partager une anecdote avec nous? Donc, on sait, tous les misunderstandings ont pu avoir lieu pendant des années en Australie. Il y en a une à Couronne où, en fait, j'avais un déjeuner prévu avec un collègue et le collègue en question me dit « Je suis désolée, je vais donner un rain check. » Bon, c'est 25 degrés, en Australie. Mais bon, j'ai vite compris quand je suis pas présentée que c'est en fait un mode de dire que dans la fin. Donc ça, c'est la petite histoire. Et je vais aussi vous laisser sur une citation de David Bowie, une chanson que j'aime beaucoup, Everybody Say Hi. Something in a sad place when they don't care on war. Donc, c'est une invitation pour voyager, à découvrir et à se dépasser avec le voyage et d'autres pays. Merci beaucoup, Sarah. Annette, je te laisse partager avec nous ton petite anecdote. En fait, j'en ai deux. Il y a une chose que j'ai apprise à Dublin, c'est qu'on peut avoir les 4 saisons en une heure. Donc, il peut aussi bien faire beau, mauvais, vent, pluie et tout ça dans la même heure. Donc, ça a été assez drôle. Donc, du coup, un petit peu maintenant, c'est assez carrière, mais voilà, c'est autrement. Et puis, également, une anecdote est arrivée. En fait, j'avais été invitée à un match de rugby à Dublin entre la France et les Rounds à Lansdowne Road, qui est le temple, on va dire, du rugby en Irlande, et là-bas c'est une religion presque, parce que c'est un sport extrêmement populaire. Et en fait, nous étions sur la pelouse et la France a gagné en fait à la dernière minute. Je devais être la seule personne contente que la France ait gagné dans le stade. Et évidemment, il faisait un temps déplorable, il était froid, je savais. Et j'étais avec une de mes amies et je lui dis, écoute, il y a un hôtel qui est plutôt bien, c'est le Merriam Hotel à Merriam Square à Dublin. Et je dis, au moins, on va pouvoir se réchauffer et se sécher parce qu'on était trop. Et donc, du coup, nous arrivons dans l'hôtel et lorsque nous arrivons, nous descendons en fait au sous-sol qui est en fait la piscine et le sauna, le spa. Et lorsque nous arrivons en fait dans l'ascenseur, en fait, il y avait toute l'équipe de France de rugby qui était torse nu juste avec une serviette autour de la taille et qui prenait l'ascenseur pour remonter. Donc nous nous sommes retrouvés avec eux dans l'ascenseur. Du coup, on est restés dans l'ascenseur également. Et on a pris l'ascenseur avec eux. Et j'ai juste pris une petite chose, alors je ne vais pas citer la marque, mais voilà, un souvenir de Dublin, forcément parce que beaucoup de choses se passent au pub. Et comme les gens le disent, toutes les décisions principales sont toujours prises soit sur le green, dans un parcours de golf, ou au pub. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé vos superbes expériences. Et encore merci. Merci Sarah et merci Charlotte. Merci Agnès, merci Sarah.
Merci à tous et toutes de s'être prêtés au jeu des interviews. Nous allons repasser maintenant au live pour les 2 dernières interviews. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Dejoux, qui est directeur des ressources humaines chez AIG, et Franz Wagner, directeur des ressources humaines chez Marche. Si vous pouvez tous les deux enlever votre micro, comme ça je vais vous poser des questions à tour de rôle. Tout d'abord, France, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur le multiculturalisme chez Marche? Merci Valérie, merci à tous pour ces témoignages. J'en profite pour les saluer, tous ces témoignages. C'est passionnant, ce sont des tranches de vie qu'on essaye, nous, en tant que DRH, d'accompagner du mieux que l'on peut. Alors, pour vous donner quelques chiffres au niveau de notre entreprise, Marche, par exemple, Marche France, je vais vraiment parler de Marche France, me focaliser sur ce qui se passe ici en France, c'est une quinzaine de nationalités dans l'entreprise, dans des fonctions très, très diverses. C'est vrai qu'on recherche des profils internationaux parce que notre activité, c'est le placement international, c'est l'accompagnement des clients à l'international. Donc même si on est basé en France, on se focalise sur le marché français, la dimension internationale des collaborateurs que l'on va recruter fait la différence, que ce soit avec les équipes ou avec les clients. Ça, c'est pour ce qui se passe en interne dans nos entreprises qui ont cette vocation très internationale. Maintenant, on essaye quand même de promouvoir aussi les carrières internationales. On a un programme de courte durée qui nous permet d'envoyer des jeunes passer 3 mois, par exemple, dans un autre pays d'Europe ou d'Europe centrale. On a plein de dispositifs également qui vont accompagner des collaborateurs sur des expatriations un petit peu plus long terme, 2, 3 ans, voire des expatriations, on va dire, quasi permanentes. On a 2 à 3 collaborateurs dans l'année qui vont faire ces mouvements, soit partir à l'étranger, soit au contraire revenir d'une expatriation vers Paris. Moi, ce que je note, ce que j'ai envie de partager, et je pense que ça a été très bien exprimé dans les témoignages, c'est cette volonté personnelle et individuelle de partir à l'étranger, de faire cette carrière à l'étranger. Et je pense que l'action fondamentale de l'entreprise à travers les DRH, c'est de promouvoir cette ouverture d'esprit et de donner tout le support nécessaire pour que ces projets, qui sont à la fois des projets professionnels mais aussi des projets de vie, puissent se réaliser. Christophe, pour AIG, Christophe Dejoux, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le multiculturalisme et nous expliquer ce que fait AIG en la matière? J'écoutais France et je reconnaissais un peu la cousinade AIG Marche. On a 14 nationalités différentes chez AIG en France aujourd'hui, donc AIG France. Donc on est à peu près sur les mêmes chiffres que France, ça ne m'étonne absolument pas. D'autres chiffres que j'ai été un petit peu chercher pour préparer cette intervention, c'est le nombre de nos salariés qui ont eu un parcours à l'international. Alors, chez AIG, avant AIG, ou dans le cadre de leurs études, mais qui ont cette expérience à l'international. Et j'ai identifié à peu près 15% de nos collaborateurs qui ont connu une expérience à l'international, soit en tant qu'étudiant, soit bien plus souvent en tant que salarié. Je pense que c'est important de le préciser dans des environnements comme le nôtre, comme le disait France. Le multiculturalisme et ses expériences sont extrêmement enrichissantes, on y reviendra, mais c'est toujours clé de voir que les salariés qui composent nos sociétés sont à la fois mobiles et aussi, pour reprendre ce que disait Christophe Zanetti et Fabrice Demont, capables de challenge. Un dernier chiffre que je voulais vous communiquer, c'est que un tiers de notre comité de direction est d'origine étrangère. Ça mérite d'être mentionné. Alors, on a entendu lui canadien tout à l'heure, Ilasio, directeur du CINIS, mais on a aussi quelques Belges qui trônent au sein du SMT. Donc voilà, juste préciser que même à tous les niveaux dans la structure, il y a une vraie représentation du multiculturalisme chez AIG qui démontre bien comme pour Marche, notre volonté de travailler à l'étranger, avec l'étranger et de par un profil très différent.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Christophe, comment tu fais pour accueillir des personnes qui auraient un parcours international, qui viendraient de l'étranger, qui arriveraient chez AIG en France, hein? Alors, comme le disait France tout à l'heure, on est très avide de ces profils-là. Donc, on a évidemment une capacité au moment du recrutement à aller chercher des profils d'expérience, soit des profils étrangers, soit des personnes ayant eu des expériences à l'étranger. Donc l'accompagnement, il est assez simple, hein. Dans les vidéos que j'ai pu voir tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu de sujets sur l'environnement administratif en France, sur le visa, sur le certificat de travail, enfin, salarié administratif. Donc nous, très clairement, au sein de nos équipes, on est tout à fait rodés pour accompagner ces démarches-là et accompagner les salariés qui vont intégrer la structure pour leur faciliter d'un point de vue administratif leur arrivée sur le territoire français, sur le sol français. Ce que je dis là peut paraître légitime, mais comme l'ont précisé beaucoup des personnes qu'on a écoutées, ce n'est pas si simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ensuite, une fois que le salarié est dans la structure, il y a un plan d'accompagnement évidemment mis en place entre le manager, les ressources humaines, pour s'assurer que l'intégration du salarié se passe dans les meilleures conditions. Il y a un accompagnement linguistique. On va toujours accompagner les salariés, quel que soit leur niveau dans la structure, qui ont besoin de se développer en français, par exemple, à suivre des cours de langue. Voilà, c'est un accompagnement personnalisé et individualisé tout au long de leur parcours au sein de la structure. L'idée, c'est de capitaliser sur ces mobilités quand elles viennent. Et on parlera plus tard des expatriés, des départs, mais l'idée, c'est de capitaliser sur ce passage. France, est-ce que vous voulez compléter sur ce que fait Marche en la matière? Alors, je pense que nos structures sont très similaires, hein, filiales des groupes américains. On a tous accès à des équipes spécialisées dans l'accompagnement des mobilités internationales et qui vont assister les collaborateurs, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan fiscal, sur le plan logistique. Ça, je dirais que c'est la base. Après, on a tous entendu dans les témoignages, c'est pas seulement un mot d'un pays qu'on va découvrir avec son administratif, etc. C'est une histoire personnelle et on embarque toute la famille dans cette histoire professionnelle et dans une histoire qui va être la nôtre. Et celle élargie aux conjoints et éventuellement plus. Et dans ce cadre-là, moi, ce que je trouve fondamental, c'est cette capacité de l'entreprise à faire ressentir aux salariés et à sa famille qu'on est là et qu'on va les aider. C'est pas rare qu'on ait un conjoint au téléphone, l'épouse, etc. Et je trouve que c'est important d'avoir cette capacité d'aller un petit peu au-delà de l'aspect professionnel pour véritablement prendre en compte toute la dimension de ce mouvement international, que ce soit vers la France, lorsqu'on accueille des collaborateurs étrangers, ou que ce soit dans l'expatriation. Pour ce qui est de l'intégration pure dans les équipes, je crois que chez Marche, c'est très hands-on. Ça se fait véritablement dans les équipes. On n'est peut-être pas aussi structuré que ce que décrit Christophe, et je pense que les collaborateurs qui ont fait l'expérience chez Marche ne se diront pas. Par contre, je pense qu'on a cette capacité d'accueil, de réflexion au sein des équipes. C'est un vrai choix, hein, de recruter un collaborateur qui n'a jamais travaillé en France. Je pense que le manager est prêt, il en a parlé à l'équipe, et c'est cette relation-là, ces premiers pas-là qui sont essentiels pour la suite et pour la réussite. Est-ce que vous pourriez nous parler, Franck, justement de l'accompagnement des collaborateurs qui souhaiteraient partir à l'étranger? Comment vous faites ça chez Marche? Alors, je ne vais pas revenir sur les aspects logistiques, etc., parce que ça, on en a parlé, je me suis assez similaire dans toutes les entreprises. Je pense que la question sur le départ à l'étranger, c'est celle de, d'abord, comment accéder à une carrière internationale.
moi, je suis assez convaincue que faire carrière en France ou faire carrière à l'international, on met en route des mécanismes qui sont très similaires. On va prendre des contacts, on va gérer son réseau en interne, on va se faire connaître, on va faire connaître son souhait de mobilité à l'international pour que on puisse aider les collaborateurs à prendre ces contacts, et puis aussi à ceux qui ont envie de recruter des talents, d'aller chercher des talents un peu différents, avec une expérience différente. Donc c'est beaucoup de volonté de marketing interne. Je pense qu'il faut aussi, pour les collaborateurs candidats à l'international, être extrêmement flexible sur les opportunités. On s'est fait peut-être une idée d'un parcours idéal à l'international, d'une carrière, etc. Je pense que là, il faut être flexible, il faut savoir saisir les opportunités quand elles viennent. Je voyais Julia qui disait, finalement, aux États-Unis, on repart au bas de l'échelle. Voilà, je pense que quand on pense international, il faut penser large, saisir les opportunités. Et puis enfin, je pense qu'il faut être véritablement au clair sur ses motivations. On a tous eu l'expérience de collaborateurs qui avaient véritablement cette ambition d'aller à l'international, et puis quand le moment est venu, parce que c'est aussi une question de moment et d'opportunité pour l'entreprise d'offrir cette possibilité, finalement les enjeux personnels ont changé et on n'y va plus et on ne fait pas cette mobilité. Donc je dirais que si j'ai un message à passer, c'est pour tous les candidats à la carrière internationale, soyez au clair sur vos enjeux, soyez au clair sur vos motivations. La motivation, on saura la reconnaître et on saura l'accompagner, mais allons jusqu'au bout ensemble. Christophe, est-ce que tu peux compléter ce diaporama qui était déjà très large? C'est tout à fait mon point. Je ne voudrais absolument pas paraphraser ce que vient de dire France. On est dans une logique très très similaire, c'est-à-dire qu'il y a évidemment nécessité de comprendre le projet, d'accompagner, de marketer, comme le disait France, de permettre aux personnes d'entrer en relation avec les pays et les ressources humaines des pays qui pourraient les intéresser. On laisse accès à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble des postes ouverts dans le monde. Et c'est quelque chose qu'ils savent utiliser, mais ce que disait France est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie logique d'accompagnement, tant dans l'enjeu de carrière en soi que de l'international, et la flexibilité qu'évoquait France est nécessaire, puisque très clairement, ce qu'on rencontre très souvent, c'est des collaborateurs qui nous disent qu'ils rêvent d'aller travailler aux États-Unis. And so what? Et ça veut dire quoi? Quel est le projet de carrière? Pourquoi les États-Unis? Est-ce qu'un autre pays anglo-saxon? Bref, il y a tout un travail à faire en amont qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années parfois. Il y a des projets de vie qui changent. On a beaucoup entendu dans les discussions et dès les interventions de Christophe que les choses se faisaient aussi en famille. Ça fait partie aussi du travail qu'on doit réaliser dans les cours qu'on a auprès des salariés, dans la construction de leur projet. Et une fois que les choses se mettent en place, de facto, le réseau AIG nous permet de rentrer en contact avec les bonnes personnes, de travailler sur les compétences recherchées par nos homologues à l'étranger et d'avancer sur des mobilités. C'est structuré. Dans la mesure du possible, on est aussi contacté par nos homologues pour savoir si telle personne chez nous qui a fait le choix d'une mobilité s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. C'est structuré, mais comme le disait France, encore une fois, le projet il est in vivo chez le salarié avant tout et doit être construit et réfléchi de façon à pouvoir avancer dans les meilleures conditions possibles. Si tu avais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour faire une carrière internationale, ce serait lequel? Moi, je me demande si tout n'a pas été dit. Je pense que c'est vraiment un projet qui se construit en famille, quand on a une famille, qui se mature, c'est une prise de risque, très clairement. C'est pas un souhait, c'est une prise de risque. Donc, un des conseils que je donnerais, c'est peut-être parce qu'on est français, et quand on parle de multiculturalisme, il faut aussi parler de certaines spécificités culturelles. Je pense que
En France, on se met des barrières très vite. En tout cas, c'est effectivement qu'on peut avoir des étrangers qui viennent en France. Mon épouse étant étrangère, je sais de quoi je parle. Et je pense qu'il faut parfois lever un peu ces barrières et essayer d'avancer en disant qu'on en est capable et qu'on va y arriver. Donc voilà, j'ai entendu les mots de résilience. Je pense qu'il y a nécessité de construire son projet et de s'en donner les moyens et de savoir prendre des risques. Et aussi ne pas vivre, c'était un point que je voulais aborder, ne pas vivre sur le sentiment que partir à l'étranger, c'est partir avec un contrat d'expatriation, comme ça se faisait il y a 30 ans. Je pense qu'il est important de dire que ça n'existe quasiment plus beaucoup, dans beaucoup de sociétés. Quand on part à l'étranger, on part sur un contrat local. C'est souvent une surprise quand les gens viennent me voir en me disant « je voudrais partir à l'étranger, mais garder mon contrat français ». Aujourd'hui, dans un groupe comme le nôtre, c'est plus quelque chose qui se pratique. Quand on part à l'étranger, on part sur un contrat local et on travaille local avec la monnaie locale et on est payé localement. Voilà, c'était un des points que je voulais rappeler à tous les candidats à l'international. France, le mot de la fin est pour vous. Ah, enlevez votre micro, France, on ne vous entend pas. Ça y est, j'ai remis mon micro. Oui, je pense que Christophe, on a abordé beaucoup de choses. Je pense que la carrière à l'international, on en a eu des exemples, c'est véritablement quelque chose qui nous marque, qui nous forme, qui nous accompagne tout au long de notre carrière. Et je pense que quand on a véritablement les motivations pour se lancer dans une expatriation d'1, 2 ans, 3 ans, faut y aller, allez-y, parce que c'est une formidable expérience personnelle, une expérience de vie. Donc je pense que c'est un rêve aussi qu'on arrive à réaliser avec l'aide de l'entreprise. Donc je pense qu'il faut être tenace dans nos groupes pour pouvoir obtenir une vie internationale. Pour certains, Christophe ou Fabrice parlaient de mobilité, pour certaines qui vont être imposées. Moi, je pense que le premier driver, c'est véritablement la motivation personnelle. Et avec la motivation personnelle, on arrive à tout et on sera là pour aider tous nos collaborateurs qui ont envie de faire cette expérience. Je vous remercie tous les deux pour tous ces conseils. J'imagine que vous allez créer beaucoup de vocations, avoir beaucoup de demandes. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, d'accompagner des collaborateurs à l'international. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui en live et toutes les personnes qui ont été interviewées, ainsi que les personnes qui vous ont écouté pour cet événement qui était le seul événement live organisé en France. Donc on a réussi à le mener, en digital et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce succès et nous allons pouvoir clôturer cette session sur ces témoignages vraiment moi, qui m'ont personnellement beaucoup touchée et j'imagine qu'ils vont remuer beaucoup de choses dans l'esprit de beaucoup de gens. Merci infiniment. Merci à vous, Christophe. Pour l'organisation. Merci beaucoup. Merci à tous. Christophe, pas de mot de la fin? Comment? Pas de mot de la fin? Oh bah si, à vous de la fin rapidement. Non, mais remercie évidemment tout le monde chez Marche et chez AIG qui s'est investi dans l'organisation de cette nouvelle édition. C'était pas simple à l'évidence. Merci à ceux qui ont voulu aussi nous faire part de leur expérience. Donc un grand bravo, un grand merci. Et puis enfin, parce qu'on est le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui nous ramène à la diversité, certes, mais c'est pas nécessairement le cœur du métier, mais c'est pas le cœur du sujet, mais néanmoins ça y participe. Et donc moi je voudrais peut-être élargir le sujet en vous remerciant tous pour la poursuite de votre engagement en faveur de la diversité. Votre présence à ce jour, à l'évidence, en est un témoignage de cet engagement. C'est, je crois, aujourd'hui encore plus essentiel qu'hier. Et puis si modestement ce type d'événement, je crois, contribue à éveiller les consciences, si je puis dire, sur ce sujet, c'est aussi dans vos actes au quotidien, dans votre vie personnelle comme votre vie professionnelle, que vous pouvez faire bouger les lignes, que vous pouvez faire la différence. Et donc, merci encore, un grand merci à tous pour votre engagement en matière de diversité. C'est essentiel, c'est cher à mon cœur, c'est cher à notre cœur en tant qu'entreprise et on partage ça à l'évidence avec Marc. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Fabrice, tu as le dernier mot. Le dernier mot, moi je dirais ce que mon grand-père me dit tout le temps. Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Et je ne me suis jamais posé la question de pouvoir bouger à l'étranger.
difficilement on peut trouver une liste de problèmes et de challenges, mais il y a toujours une solution et c'est une super aventure. Donc, osez prendre des risques. C'est essentiel pour la diversité. Hein, quand on donne la chance à des collaborateurs de prendre des nouveaux postes, c'est essentiel dans la vie. Donc, l'international, c'est pareil, prenez des risques et tout ira bien. Merci infiniment pour vos mots de la fin et pour vos messages encourageants. Très bonne soirée à tous et à très bientôt pour un autre événement digital. Merci bien, au revoir.